Guillaume Ancel, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien officier et chroniqueur de guerre. On vous doit notamment Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette. C'est paru chez Flammarion et votre excellent blog Ne pas subir. Vous êtes de quel bord? C'est le calme avant la tempête, l'OTAN est en danger, ou alors prudence, il y a toujours un écart entre ce que dit Trump et la réalité? Malheureusement, je pense qu'il est temps de sonner le tocsin. Hmm. On sait qu'en réalité, Donald Trump a déjà causé avec Vladimir Poutine. Il n'a jamais cessé de causer avec lui. Et un journaliste américain, Bob Woodward, a révélé que Trump a eu au moins 7 contacts directs avec Poutine avant les élections. Et depuis les élections, il a repris encore une fois contact, ce qui, quelque part, n'est pas choquant. Simplement, le problème, c'est de quoi il cause. De quoi il cause? C'est ce que Donald Trump a annoncé pendant la campagne électorale, c'est qu'il veut montrer qu'il est capable de stopper la guerre en 24 heures. Alors, stopper la guerre en Ukraine en 24 heures, le seul moyen de le faire, c'est la capitulation. Donc, ce qui nous inquiète beaucoup tous ceux qui sont concernés, comme le disait le secrétaire général de l'OTAN, par la menace sur la paix et la sécurité que fait peser Poutine avec cette guerre, c'est comment est-ce qu'on évite de capituler, parce que si on capitule aujourd'hui en Ukraine, certes, on aura une paix, mais une paix éphémère et sans avenir. Or, ce que nous voulons, c'est construire, bien sûr, une paix durable qui nous permette de construire et de continuer à profiter de notre prospérité et de notre sérénité. Mais Et, sans sécurité, ça n'est pas possible. et les Européens ne peuvent pas apporter un soutien crédible à l'Ukraine sans les Américains? En fait, c'est toute la difficulté de l'OTAN. Pourquoi est-ce que le président Macron reçoit aujourd'hui le secrétaire général de l'OTAN? C'est parce que l'OTAN joue un rôle clé dans la coordination des aides qui sont apportées par 54 pays à l'Ukraine. Or, dans ces 54 pays, il y en a un qui compte pour les 53 autres, c'est-à-dire quasiment autant, voire plus, ce sont les États-Unis. Seuls les États-Unis ont les stocks militaires et la production nécessaire pour pouvoir aider massivement l'Ukraine, que ce soit en termes de munitions d'artillerie, de missiles, mais aussi de renseignements et de capacités en guerre électronique. Or, malheureusement, les pays européens, alors qu'on est déjà au 33e mois de guerre en Ukraine, ne se sont pas mobilisés assez vite. Ils ne comprennent toujours pas que la force des États-Unis tient dans le fait qu'ils sont 50 États, mais ils ont une seule armée, alors que l'Union européenne, c'est 27 États et 27 armées, pour ne pas dire plus. Donc toute la différence est là. Les moyens y sont, mais en fait, tant qu'on ne les aura pas agrégés, réunis ensemble, on restera un petit acteur militaire alors qu'on a les moyens financiers de se défendre. Donc vous nous parlez de la défense commune de l'Europe qu'Emmanuel Macron appelle de ses voeux depuis des années maintenant. Il a plaidé dans le désert en quelque sorte. Est-ce qu'aujourd'hui ce message peut être entendu en Europe? Alors, il y a deux choses qui changent. La première, c'est que effectivement, avec l'arrivée de Donald Trump, on arrive dans une grande incertitude. Et ça remet en cause cette espèce de contrat de garantie qu'on avait le sentiment d'avoir avec les Américains. C'est que comme ils nous offraient, dans le cadre de l'OTAN, de protéger l'Europe contre une contribution financière relativement réduite, on avait le sentiment qu'au fond, on n'avait pas tellement besoin de faire plus. Or là, avec Donald Trump l'a dit à plusieurs reprises, il remettait en cause la garantie de sécurité collective qui repose sur l'OTAN. Pour faire simple, l'OTAN, c'est on est tous ensemble. Si un seul membre de l'OTAN se fait attaquer, tous doivent le défendre. Et puis le deuxième fait majeur, c'est bien sûr cette guerre en Ukraine. On ne s'attendait absolument pas à ce que Poutine, avec qui on avait l'impression de nouer une relation de plus en plus forte, devienne une menace directe contre l'Ukraine et contre tous les pays de droit, puisqu'en fait, Poutine estime que désormais sa frontière s'arrête là où ses chars sont allés. C'est un sacré message, ça, envoyé à Poutine quand même. C'est un sacré message à envoyer à Poutine, d'autant plus que de l'autre côté, je dirais par l'autre oreille, il entend un Donald Trump qui lui dit faut qu'on trouve un deal pour stopper cette guerre. Et on imagine bien que Poutine est ravi, parce que contrairement aux apparences, son armée a été très abîmée par ces 33 mois de guerre. Elle avance, elle continue à avancer chaque jour, mais à une vitesse d'escargot. À ce stade, il lui faudrait 2 siècles pour conquérir l'Ukraine. Or, lui ne veut surtout pas afficher de défaite, donc il ne peut pas reculer, mais il lui faut 2 ou 3 ans pour reconstruire son armée. C'est pour ça qu'on s'inquiète tous au sein de l'OTAN d'un arrêt brutal de la capacité des Ukrainiens à se défendre, parce que ce serait non seulement consommer la victoire de Poutine, mais lui donner le temps de se réarmer pendant que les Européens, malheureusement, risquent de nouveau de s'écharper sur plein de sujets internes sans comprendre qu'ils sont menacés par cet empire qui est désormais la Russie de Poutine.
Néanmoins, Guillaume Ancel, il n'y a rien qui a été fait de la préparation depuis 2016. On est aujourd'hui en 2024. Entre le premier mandat et le retour de Donald Trump, au niveau de l'OTAN, je lis qu'il y a la création d'un programme d'assistance et de formation pour la sécurité de l'Ukraine. Ça, c'est un premier pas ou c'est insuffisant? En fait, si on réunissait tous les budgets de la défense des 27 pays membres de l'Union européenne, on serait 4 fois plus puissant que la Russie. On serait 2 fois moins puissant que les États-Unis, mais ce Oui. serait pas mal. Le problème, c'est que, on le voit bien d'ailleurs dans les acteurs qui portent en Europe ce sujet de la défense européenne, on entend le président Macron, mais on n'entend pas la présidente de la Commission européenne. Or, le sujet, c'est d'arriver à franchir ce pas qui est tragique, de dire on n'est plus intéressé par nos jardins à chacun, nos jardins individuels, et on forme maintenant une grande plaine. La plaine, elle est européenne. L'Europe a les moyens de se défendre contre Poutine, mais pas chacun de ces pays qui se voient encore comme une grande puissance, comme la France, mais qui est en réalité une puissance moyenne. Toute la difficulté est que nous n'avons pas franchi le pas politique qui consiste à dire maintenant, comme les États-Unis, nous avons besoin d'une seule armée pour défendre l'ensemble de l'Europe. Et ça, pour l'instant, les Européens comment dire, n'ont pas encore réagi à ce sujet politique qui est majeur et qui est incontournable si nous voulons vivre en sécurité. Je le disais avec Anne en ouvrant, Anne Maillet depuis Berlin, en ouvrant le journal, devrait y avoir un nouveau gouvernement en Allemagne. Les conservateurs pourraient reprendre le pouvoir. Est-ce que cette clarification n'est pas la bienvenue? Quelle est la position si les conservateurs, bien sûr, accèdent au pouvoir concernant cette Europe de la défense? Alors c'est toute la difficulté en Europe parce que d'un côté, on se dit que si les conservateurs reviennent en Allemagne, peut-être qu'on aura un appui plus fort pour construire une Europe de la défense, mais on voit bien que le président Macron a toujours été un peu ambigu sur le sujet parce que d'un côté, il défend l'Europe de la défense, mais quand vous regardez la prochaine loi de programmation militaire française, ce ne sont que du matériel français qui est acheté. Et de l'autre côté, vous avez Giorgia Meloni en Italie qui, elle, défend un modèle très ambigu, et je ne parle pas de Viktoria Orban à la tête de la Hongrie, qui, lui, est carrément pro-Poutine. Mais vous sentez donc le vent de la division venir en Europe? Ça va être une course vers la Maison-Blanche? Il y a un risque très fort. En fait, ce moment va être crucial, parce que soit les Européens s'unissent et disent on ne peut plus être dépendant des États-Unis et de voir arriver un type complètement incontrôlable comme Donald Trump à la tête de notre garantie de sécurité, ou alors l'Europe implose entre ceux comme tous les pays de l'Est de l'Europe, de la Pologne aux pays baltes, en passant par les pays scandinaves, qui disent il faut vraiment qu'on se protège et il faut qu'on mette du fric, des moyens et qu'on les mette en commun pour qu'on puisse se défendre. Et puis ceux qui ont toujours été très ambigus sur le sujet et qui disent au fond la guerre c'est loin, alors qu'en réalité cette guerre aujourd'hui elle est à peine à 1500 km de la France. Vous voyez comment les prochaines semaines sur l'Ukraine? Est-ce qu'on peut craindre une intensification pardon, de l'offensive russe? Est-ce que Poutine a un boulevard devant lui jusqu'à l'investiture de Trump? Oui, il est sûr que Poutine va essayer de mettre accélérer la guerre. Pourquoi? Parce que Donald Trump lui a demandé qu'au moment de son investiture, donc le 20 janvier, il puisse annoncer qu'il va stopper la guerre. Donc en fait, il lui reste une dizaine de semaines devant lui pour mettre un maximum de pression sur cette guerre et pour arriver à la table de négociation avec le plus de cartes possible. Toute la question sera, est-ce que les Ukrainiens de leur côté arriveront à constituer des cartes de négociation ou est-ce qu'ils arriveront avec les poches vides à ces tables de négociation et à ce moment-là, la négociation sera une capitulation. Donc on va jouer beaucoup jusqu'au 20 janvier et on jouera ensuite en voyant l'attitude des États-Unis sur notre capacité à influer sur ce conflit. D'ailleurs, si je faisais un parallèle, comme pour le conflit au Proche-Orient, où l'Europe n'exerce aucune pression sur la politique de dévastation menée par Netanyahou aujourd'hui.